La famille, voici le genre de vidéo qu'on n'aime pas du tout faire, mais qu'il faut qu'on fasse. Parce que lorsqu'il y a une situation comme celle-ci qui arrive, il faut que chacun d'entre nous puisse donner son avis, relayer au maximum pour sensibiliser maximum de personnes, parce que ce genre d'histoire, malheureusement, arrive trop souvent et va peut-être continuer à arriver. Je parle bien évidemment, vous êtes sûrement au courant de cette histoire qui secoue la toile. Je scrollais encore actuellement tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Je suis tombée sur plusieurs vidéos. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé et je me suis dit, il est intéressant que je donne mon avis, parce que le témoignage justement de cette maman qui lançait un appel en fait la semaine dernière, le 2 octobre, il me semble justement qu'elle ne retrouvait plus sa fille Alexandra Lumumbayi, j'espère que je prononce bien son nom, 21 ans, étudiante au Canada. Elle n'avait plus aucune nouvelle d'elle. Aujourd'hui, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, on peut rapidement être en communication avec des personnes partout dans le monde. C'est vraiment une histoire qui m'interpelle, qui me touche au plus profond, parce que je me reconnais dans cette maman, moi aujourd'hui étant maman, mais je me reconnais surtout dans le parcours de cette jeune fille arrivée au Canada il y a 2 ans, c'est-à-dire à 19 ans, puisque voilà, elle a 21 ans, elle avait 21 ans. Moi-même qui suis arrivée ici en France à 19 ans seulement, après mes études en Afrique, sans aucun repère, ça aurait pu être moi, cette jeune fille. Donc je m'identifie vraiment dans cette histoire et j'aimerais vraiment qu'on en parle, qu'on tire des leçons afin que ceci ne puisse plus jamais arriver, ou puisse arriver de moins en moins, et que nos pays aussi prennent leur part, parce que nos pays, qu'on se dise les vérités, ne protègent pas vraiment ses ressortissants. On ne compte plus le nombre d'affaires à travers le monde où les étudiants, les ressortissants africains sont maltraités en Chine, en Turquie, je sais pas moi, aux États-Unis. On retrouve des étudiants qui sont morts dans des circonstances qui ne sont presque jamais élucidées, et les parents restés au pays n'ont que leurs yeux pour pleurer. C'est tellement dommage. Écoutons ensemble le cri d'appel de cette maman et on commente juste après. Alex, retiens bien que maman n'arrêtera pas de te chercher. Maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à te retrouver. Non, maman n'arrêtera pas. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Et le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas m'abandonner moi. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Alors je vous en supplie, aidez-moi à retrouver ma fille. Aidez-moi à retrouver mon bébé. Cela fait des jours je ne bois pas, je ne mange pas, je ne dors pas. Je ne sais même plus comment fermer l'œil ni comment vivre. Je demande à tous ceux qui vivent à Trois-Rivières, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon bébé. À toute personne qui a des nouvelles d'elle, aidez-moi à retrouver cette fille, cette jeune fille qui est venue au Canada parce que c'est un beau pays, c'est un bon pays qui offre tellement de choses. Un pays avec beaucoup de sécurité, un pays pour un avenir meilleur. Comme j'ai toujours dit, comme je lui ai toujours dit, je dis ce que j'ai pas eu. Toi, je vais te l'offrir à toi, mon bébé. Toi, tu l'auras. Aidez-moi. Aidez-moi, je suis une maman perdue. Je suis une maman perdue et je suis une maman triste. Je suis une maman qui ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Mon bébé me manque. Mon bébé me manque. Mon bébé me manque. Contactez la police canadienne. Contactez la police québécoise, la police de Trois-Rivières, la police de, je ne sais pas, du monde entier. De tout ce que vous pouvez contacter, je ne sais pas, mais aidez-moi. Aidez-moi à pouvoir boire de l'eau, aidez-moi à pouvoir dormir, aidez-moi à pouvoir manger, aidez-moi à pouvoir continuer à vivre. Parce que sans ma fille, ma vie prendra fin. Parce que je l'appelle ma vie. Je l'appelle mon essentiel. Elle passe avant tout. Elle, c'est ma vie. Elle, c'est mon tout. Aidez-moi. Je ne vis plus. Je ne vis plus. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je ne sens pas.
Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel entrepreneur. Je promeux justement l'investissement en Afrique à travers notre projet Africa Food Industries d'ailleurs, qui est peut-être une solution pour que nos pays arrêtent d'être des endroits où on se dit que rien n'est plus possible. Aujourd'hui, les jeunes en Afrique ne rêvent plus, ne rêvent que d'Occident. Voilà, moi-même, j'ai eu la possibilité, on va dire, l'opportunité de venir faire mes études ici. Je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas venir faire ses études, mais il faut qu'on soit au courant de certaines choses. Il y a des vérités qu'on ne nous dit pas, on ne nous dit pas quand tu arrives en Occident très jeune. Qu'est-ce qui t'attend? Nous ne sommes pas préparés à cela. Comme tu l'as écouté dans la vidéo, cette maman, justement, a lancé un cri d'appel il y a quelques semaines, il y a quelques jours plutôt, en recherchant sa fille. Et malheureusement, aujourd'hui, on apprend que, ou hier, je pense que cette petite, malheureusement, est décédée dans des circonstances qui sont encore à déterminer. Bon, l'enquête est en cours. Et j'imagine la détresse de cette maman, de la famille. J'aimerais déjà ici apporter tout mon soutien à cette famille. Je ne les connais pas. Mes condoléances. Et c'est vraiment ici, j'ai vu la communauté, comment les gens se sont mobilisés, les gens ont partagé les vidéos, ce qui a permis justement de créer une mobilisation autour de cette affaire pour que la police canadienne même puisse prendre cette affaire à bras le corps, des influenceurs, etc. Là, on voit vraiment que cette affaire a touché un maximum de personnes. Les gens sont reconnus derrière cette affaire parce que ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. Et comme je disais au début de la vidéo, je me reconnais dans le parcours de cette jeune fille. Et il faut qu'on se dise quelques vérités qui arrivent en Occident à seulement 19 ans. Comme je disais, moi aussi, il y a quelques années, 10 ans de cela, presque 12 ans, je suis arrivée en France. Donc, après 2 ans de classe préparatoire, après mon baccalauréat au Cameroun, donc j'ai fait 2 ans de classe préparatoire. Je suis arrivée en France donc à 19 ans. Mais j'aurais pu arriver en France après mon baccalauréat et à l'époque, je ne voulais pas du tout parce que je ne me sentais pas très prête. À l'époque, moi, voilà, j'ai grandi dans une famille très pauvre, modeste. J'avais déjà l'une de mes aînées qui était déjà en Occident, en France. À l'époque, lorsque justement j'avais mon bac et tout, on faisait les papiers et moi je disais, voilà, moi je ne me sentais pas de venir très tôt comme ça en Occident, même si j'avais l'une de mes sœurs qui était, en plus à l'époque, ma sœur qui était dans le nord de la France et aucune attache. Elle aussi se débrouillait comme bien de nos aînés, de nos frères qui sont allés en aventure, essayer de chercher la vie, comme on dit au pays. Et voilà, nous restons au pays, on nous disait il faut aller à l'école. C'est grâce à l'école que vous allez réussir à atteindre l'ascenseur social. Donc moi, je me concentrais à fond, à fond, à fond sur mes études. Je faisais qu'une seule chose, rentrer à la maison, étudier, le lendemain, aller à l'école, les loisirs même. On n'avait pas de loisirs puisque ben, déjà, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc il fallait avoir des moyens pour avoir des loisirs. Mais cette histoire m'interpelle parce que au bout après mon baccalauréat, après 2 ans de classe préparatoire, où là déjà, j'avais déjà un peu de maturité, je puis dire ainsi. Donc, j'étais, on va dire, un peu déjà mature pour... Et même là, quand je reviens sur quelques années après, je me rends compte que 19 ans, c'était vraiment très, très jeune, très, très tôt. Mais toujours est-il que ma mère, avec qui j'ai grandi, nous répétait tout le temps, quand vous allez là-bas à l'Occident, ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour faire X, Y, Z, vous devez travailler, vous devez justement penser à ce que vous avez laissé au pays, les conditions dans lesquelles vous avez quitté le pays, penser à vos frères et sœurs, donc c'est tout ce qui nous drivait. Et c'est exactement ce que je fais. En 2009, quand j'arrive en France, moi, j'arrive comme étudiante dans le sud de la France, ma sœur est dans le nord de la France à l'époque, elle déménageait justement 3 mois plus tard dans le nord de la France, dans le sud de la France. Donc moi j'arrive donc dans une ville où je ne connais personne et je ne connaissais que mon beau-frère, donc le mari de ma soeur à l'époque. Je ne connaissais que mon beau-frère que j'avais vu sur des photos que je ne connaissais vraiment pas. Vous imaginez une jeune fille de 19 ans qui arrive dans une ville qui ne connaît personne. J'arrivais à l'université, premier jour déjà, voilà. J'arrive, du coup mon beau-frère il m'accueillait à l'aéroport. Et j'arrive dans une maison où je ne retrouve pas de visage familier. Ma sœur, je ne l'ai pas vue à l'époque puisqu'elle n'était pas dans la ville à l'époque. Elle arrivait justement 2, 3 mois après. Donc, pendant cette période-là, il a fallu donc, bien évidemment, faire confiance à ce monsieur que je ne connaissais pas vraiment. Lui, c'était le mari de ma sœur à l'époque. Et donc,
commencer ses études, donc sans forcément comprendre qu'est-ce qui t'arrive, parce que faut savoir que ce qu'on ne nous dit pas souvent quand on est en Occident, je trouve que on n'est pas assez préparé. Les parents, voilà, mettent toutes leurs économies de côté, la famille se cotise, on fait tout pour envoyer l'enfant en Occident, comme cette maman qui s'est cotisée, qui s'est sacrifiée pour envoyer sa fille au Canada, comme elle le dit. Le Canada, c'est un pays qui offre des opportunités, c'est un bon pays, l'université, et elle rêvait justement d'un meilleur avenir pour sa fille, ce que tous les parents justement rêvent pour leur enfant. Elle arrive doucement au Canada et cette maman, ses parents doivent encore se saigner pour envoyer de l'argent quand ils peuvent envoyer de l'argent tous les mois à leurs enfants. Pour mon cas, par exemple, ce n'était pas le cas parce que moi, j'avais déjà une de mes sœurs ici, même si elle n'était pas à côté, mais il fallait que moi-même, je me prenne en charge. Donc, très tôt. Donc, j'ai commencé à travailler des cours. À l'époque, déjà, au Cameroun, je donnais des cours de soutien. Donc, très tôt, j'ai commencé à donner des cours de soutien. Parfois, j'allais donner des cours de soutien très, très loin de la maison ou après les cours, ou parfois, il n'y avait même pas de bus, où tu devais rentrer à pied. Ce sont des choses que je n'ai jamais racontées parce que c'est vrai que l'occasion ne s'y prête pas souvent, mais cette histoire-ci me donne justement l'occasion de vous parler justement de ce qui arrive, ce que peut-être beaucoup de personnes, comme vous m'écoutez, qui est arrivé en tant qu'étudiant, beaucoup d'étudiants vivent ces choses-là, mais parfois ne partagent pas ces expériences pour que d'autres personnes, d'autres jeunes frères et sœurs venus du pays ou sensibiliser les parents sur quand vous envoyez vos enfants en Occident et qui n'ont aucune espèce d'attache, personne qui ne connaissent personne, comment est-ce qu'ils vont se prendre en charge, qui est là pour les orienter. Et ici, dans cette société où nous sommes, les enfants sont facilement tentés, il y a trop de tentations. Vous allez aller dans les soirées étudiantes. Moi, quand j'étais étudiante, je n'allais pas dans les soirées étudiantes. D'ailleurs, je n'avais même pas des sous pour aller dans les soirées étudiantes. Donc moi, c'était juste, j'allais à la fac, je rentrais, j'étudiais, j'allais faire mon job étudiant et basta. Même à la fac, j'avais très peu d'amis puisque généralement quand tu arrives, tu es la seule noire dans une filière comme celle que moi j'ai fait. Je n'avais pas beaucoup d'amis dedans, même les gens avec qui je pouvais barader, il n'y avait pas vraiment des personnes qui me ressemblaient, qui comprenaient ma vision, qui comprenaient mes réalités. Il n'y avait pas vraiment, donc c'était que le travail, le travail, le travail. Et moi je dis encore, ce qui m'a peut-être sauvé ou l'avantage que j'ai eu moi, peut-être comparé à cette jeune fille, comparé à d'autres personnes, c'est que quand je suis arrivée justement en Occident, j'avais mes deux aînés qui étaient déjà là, qui avaient déjà du vécu sur place. Et donc, mon aîné donc nous a fait asseoir, nous a expliqué comment il faut marcher, qu'est-ce qu'il faut faire, les rouages de ces pays qu'on ne comprend pas. On n'est pas préparé quand on est au pays. En Afrique, on n'est pas préparé à tout ceci. Tu arrives dans un pays, l'hiver, les gens qui parlent très rapidement, il faut s'adapter, il faut payer son loyer, il faut aller travailler et faire ses études en même temps, travailler à côté n'est pas du tout chose évidente. Tous les étudiants qui m'écoutent sont bien sûr au courant de cela. Mais ces choses-là, on ne dit pas souvent ça lorsque dans nos pays, nous voyons juste, oui, je vais aller faire les belles études, les parents se sacrifient. Mais je pense que l'histoire de cette jeune fille s'y retrouver mort dans les circonstances, voilà, encore inconnues, doit aussi peut-être sensibiliser nos jeunes frères et nos jeunes sœurs restés au pays sur le fait que lorsque vous arrivez pour vos études en Occident, si vous avez de la tâche, et parfois vous avez même des attaches familiales, vous restez chez ces personnes parce que le premier poste de dépense, il faut bien savoir, c'est le logement. Quand tu n'as pas un toit sur ta tête, que tu n'as pas un endroit où loger, comment est-ce que tu vas étudier efficacement? Comment est-ce que tu vas, je sais pas moi, être serein parce que tu peux te retrouver en hiver, dehors, tu ne connais personne. Comment tu vas faire? Et donc là, tu es à la merci de toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver. La drogue, je sais pas moi, la prostitution pour les filles, c'est encore pire. Donc moi, vraiment, comme je dis, ce n'est pas facile. Quand on arrive, on vient là pour se chercher. Mais juste un petit conseil, si je peux partager mon expérience aux jeunes sœurs, aux jeunes frères qui sont restés au pays ou aux parents qui prévoient envoyer leurs enfants en Occident. Si vous envoyez votre enfant en Occident et que vous n'avez vraiment aucune attache, aujourd'hui avec les moyens de communication, à l'époque nous on n'avait même pas les WhatsApp, donc c'était compliqué d'appeler les parents au pays. Tu mettais le crédit, ça finissait, je n'avais même pas l'argent pour recharger le crédit. Moi aujourd'hui avec les moyens de communication, c'est assez facile. Donc essayez de rester en contact avec tout le temps à vos enfants, c'est pas facile. Parce que quand on arrive ici, il suffit qu'on
se crée une mauvaise compagnie et c'est mort. Parfois, les enfants, même, on n'est pas au courant de ce qu'ils font. Les parents restent au pays, s'angoissent. Et donc, c'est aussi pour dire aux enfants, justement, ou aux élèves, aux jeunes qui arrivent, restez toujours en contact avec une personne au moins de confiance. Lorsque vous sortez, lorsque vous faites des choses, lorsque toujours une personne doit savoir où vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, vous pouvez aller à un endroit comme celui-là, on vous repère, on perd votre trace, mais si au moins une personne de confiance dans votre entourage proche connaît où vous êtes, à votre localisation, en cas de problème, on peut vous retrouver facilement. Et moi, je trouve aujourd'hui vraiment, ces histoires arrivent parce que nos pays ne sont pas assez attractifs. Et même nos pays ne protègent pas assez leurs ressortissants. Mais dans la majorité des cas, nos pays restent muets. J'ai vu une vidéo où il y avait même l'ambassadeur congolais, il disait oui, le Congo va tout faire pour retrouver cette fille. Quelques jours plus tard, on demande aux autorités canadiennes de faire l'autopsie sur le corps de la petite. Quelques jours plus tard, après que cette dame ait justement alerté sur la perte de sa petite fille. Je m'appelle Rosemine Jondo. Je suis la maman d'Alexandra, ma fille qui est introuvable jusque-là au Canada. Je suis venue là pour rencontrer Madame Chantal et on a eu une entrevue. Et c'est pour qu'elle puisse m'accompagner, m'aider dans mes processus afin de pouvoir très vite, si possible, aller au Canada pour assister à tout ce à la recherche de ma fille. Elle est introuvable parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ma fille. À cette question, c'est la réponse que je veux. Nous voulons tous avoir cette réponse. Je demande à l'État congolais de m'aider, de m'appuyer, de vraiment de m'aider. Quand je dis de m'aider, c'est vraiment dans le sens où, parce qu'il y a pour le moment, je dirais juste que je veux d'abord être sur place pour être là, pour suivre le dossier, être avec la police, parce que parler tout le temps avec la police au téléphone, c'est un peu difficile et tout. C'est pas... Voilà. Le mot de la famille, c'est que c'est une ressortissante congolaise, étudiante, qui est dans un état étranger et qui a nécessairement besoin de l'appui de son pays, du soutien de son pays. C'est la raison de notre venue, c'est la raison de notre passage ici pour justement que nous puissions obtenir le soutien de l'État congolais pour que l'État congolais puisse vraiment, au travers de notre ambassade sur place, soutenir les enquêteurs pour que l'on puisse retrouver notre nièce, notre fille, notre membre de famille. Nos autorités ne nous protègent pas. Quand vous voyez un pays comme la France, c'est pas mal, occidentaux, lorsqu'il y a un ressortissant français ou américain qui est ne serait-ce que perdu dans un pays qu'on ne retrouve pas, tout le pays va se mettre en branle. L'ambassade va appeler. Rien, on ne peut pas rester sans nouvelles d'un enfant, d'un ressortissant de pays étrangers sans que ce pays-ci ne se mette, en tout cas les pays qui se respectent, protègent leurs ressortissants. Tous les grands pays de ce monde, lorsque par exemple un conflit éclate dans un pays, la première chose qu'ils font, c'est quoi? Rapatrier nos ressortissants. Mais chez nous au pays, lorsqu'il arrive des choses, parfois nos dirigeants eux-mêmes ne sont même pas au courant. Eux-mêmes déjà sont même en Occident pour venir se soigner, pour venir envoyer leurs enfants à l'école, pour venir parce que dans leur pays, ils ne créent pas les conditions pour que les jeunes, en fait, n'aient pas besoin forcément de venir à l'étranger, de venir X, Y, Z pour faire des études. Moi, à l'époque, si j'avais eu la possibilité de faire la formation que j'aurais voulu, je sais pas moi, au Cameroun ou peut-être après un doctorat ou après X, Y, Z, j'aurais préféré rester au pays dans un environnement que je connais avec des proches sans forcément te dépayser qu'au lieu d'aller en Occident parce que tu vas dans un environnement où tu ne comprends pas les codes, en tout cas où il te faut beaucoup de temps pour t'adapter, pour t'acclimater. Et si tu n'es pas fort mentalement, si tu n'as pas un objectif clé, beaucoup d'entre nous justement se perdent, d'autres finissent dans la drogue, ceux qui ne sont pas bien accompagnés finissent X, Y, Z et on se retrouve avec des histoires comme ça. C'est la raison pour laquelle je pense que aujourd'hui, plus que jamais, la diaspora doit absolument
investir au pays, rendre nos pays attractifs, ce que le gouvernement n'arrive pas à faire. Mais je pense que nous, la diaspora, avec notre force de frappe financière, nous pouvons créer des projets, des universités, des formations, ramener peut-être la technologie que nous avons aussi sur place au pays en créant des centres de formation, des choses qui donnent en fait aujourd'hui la possibilité tout simplement aux étudiants, aux élèves qui veulent aller à l'extérieur se dire la même formation que je vais aller à l'extérieur, je peux la faire sur place. Par exemple, dans l'informatique aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'aller à l'extérieur. Si tu veux aller à l'extérieur, peut-être après un master 2 ou un doctorat pour affiner ta formation, c'est très bien. Mais tu iras parce que tu ne seras pas forcément obligé d'y aller après un baccalauréat ou après 2 ans. C'est très, très jeune. 17 ans, 19 ans, c'est très jeune vraiment pour nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Donc, c'est vraiment une histoire qui m'interpelle, qui me bouleverse parce que je me reconnais dans cette jeune fille. Je me reconnais dans cette maman qui a envoyé son unique enfant à l'extérieur pour étudier, parce qu'elle avait justement le rêve que sa fille puisse avoir puisse faire de meilleures études et puisse avoir un ascenseur, un meilleur avenir grâce à l'ascenseur social des études. Comme moi, par exemple, le vœu que mes parents avaient, c'est voilà. Mais ça demande justement beaucoup de sacrifices et beaucoup d'encadrement. Bien souvent, nos jeunes frères, nos jeunes soeurs qui arrivent ici manquent d'encadrement, manquent de cadre social. Et généralement, quand ils arrivent, il faut qu'ils soient bien entourés. S'il y a une communauté justement autour d'eux, des personnes de confiance qui peuvent les prendre à main. Parfois, il y a des associations, des communautés, je sais pas moi, d'Africains qui se mettent ensemble et qui accueillent des étudiants. Nous, à l'époque, moi, j'ai fait justement prépa-voc. Je finis par là. À l'époque, moi, j'ai pas fait le même cycle que mes camarades qui arrivaient dans des écoles à Rouen, à ICGLEC. Moi, à l'époque, quand je suis arrivée à l'université, mais je sais que lorsque nos camarades arrivaient, par exemple, à Rouen, à Paris, dans des universités en partenariat avec la prépa-voc, il y avait justement des anciens qui, eux, étaient déjà là depuis, qui les accueillaient, qui faisaient ce travail d'intégration, qui les montraient les rois, qui les accompagnaient pas à pas. C'est vraiment super important. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Je te dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.